Bienvenue. Avant de commencer les histoires terrifiantes que je vous ai préparées aujourd'hui, j'aimerais que vous vous abonniez à la chaîne et que vous aimiez la vidéo. J'aimerais aussi savoir d'où vous nous écoutez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Alors, laissez-le dans les commentaires. Maintenant, installez-vous confortablement et éteignez la lumière. Ceci dit, commençons. C'était une nuit d'hiver particulièrement solitaire lorsque j'ai décidé de retourner sur Tinder. J'avais arrêté les applications de rencontres depuis près d'1 an après une rupture particulièrement douloureuse. Mais le silence dans mon appartement me semblait trop profond, trop pesant. J'ai allumé des bougies, me suis préparé un verre de vin et me suis plongé dans mon écran. Après avoir balayé son profil plusieurs fois sans trop réfléchir, je l'ai trouvé. Valéria avait un sourire sincère, un regard intense et un air énigmatique que je ne pouvais ignorer. Sa biographie était courte mais mystérieuse. On ne voit pas toujours ce qu'on obtient. On se retrouve de l'autre côté. Quelque chose dans cette phrase m'a déstabilisé, mais elle m'a aussi captivé. On a matché en quelques secondes. Son premier message est passé avec une facilité déconcertante. Toi aussi, on a l'impression de s'être déjà rencontrés. J'ai ri, mais je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne voulais pas paraître trop enthousiaste. Quelques minutes plus tard, il m'a envoyé un autre message. « Ne t'inquiète pas, mais ce n'est pas mon premier profil. Le précédent était bloqué. J'ai fait des recherches sur toi. Ça aurait dû m'inquiéter, mais la curiosité a pris le dessus. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, et il m'a dit qu'il avait déjà eu un profil où on avait matché, mais que Tinder l'avait fermé à cause d'une activité suspecte. Il m'a demandé si je me souvenais d'une certaine Amalia Girasol 87. Ce nom ne me disait rien. Il a juré qu'on s'était déjà parlé, que je lui avais même envoyé une photo avec mon chat, mais je n'avais jamais fait ça auparavant. Pourtant, ses paroles étaient chaleureuses, son ton presque hypnotique, son écriture rythmée, comme s'il savait exactement quoi dire pour me sembler familier, sans devenir dérangeant. J'ai accepté de poursuivre la conversation. Nous avons passé des heures à discuter ce soir-là. Il m'a posé des questions très personnelles, mais pas intrusives. Des choses comme « Rêves-tu beaucoup ?» ou « Penses-tu que les lieux peuvent contenir des souvenirs ?» Chacune de ces questions semblait tout droit sortie d'un vieux journal intime. Le lendemain, il m'a envoyé une chanson, un vieux morceau méconnu d'un groupe gothique des années 80, que j'avais brièvement mentionné dans mon profil. « J'ai pensé à toi en l'entendant », a-t-il écrit, mais ça n'avait aucun sens. J'avais modifié mon profil le matin même, et le lien n'était plus là hier soir. Comment le savais-je? Comment aurais-je pu le savoir? La première brèche s'est ouverte, mais je n'ai pas arrêté. Après des jours de discussion, nos conversations sont devenues incessantes. Chaque soir, sans faute, Valéria m'envoyait un SMS à 2 heures précises. Pas 14 heures, toujours 14 heures, à cette heure-là, quoi que je fasse. Je ressentais une pression dans la poitrine, comme si quelque chose me poussait à regarder mon téléphone. Et voilà son message. « Tu es réveillé ?» C'était sa phrase préférée. Il a commencé à m'envoyer des photos. Au début, elles étaient inoffensives. Des cafés aux formes étranges dans la mousse, des couchers de soleil déformés par l'exposition, des reflets déformés dans les flaques d'eau. Puis les images sont devenues plus personnelles. Un jour, il m'a envoyé la photo d'une figurine en céramique cassée. Une autre montrait un lit défait avec un mot sur l'oreiller. Parfois, les rêves s'envolent. Mais le plus troublant était une image floue de ce qui semblait être un miroir avec une silhouette qui me ressemblait. Je ne me souvenais pas avoir pris cette photo. Elle a dit qu'elle l'avait rêvée et recréée. Elle l'a dit comme si c'était normal, comme si ce n'était pas profondément perturbant. Finalement, après de subtiles sollicitations de part et d'autre, nous avons convenu de nous rencontrer. « Je me retrouverai là où dansent les ombres », lui a-t-elle écrit. C'était une façon poétique de faire référence à un bar gothique appelé The Cavern, où j'étais allé 2 ans plus tôt et dont je n'avais même pas parlé sur Tinder. Ce jour-là, en quittant la maison, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Les rues étaient vides, l'air était lourd, comme si la ville entière retenait son souffle. En arrivant au bar, il faisait plus sombre que d'habitude, presque lugubre, et la musique était plus lente, comme une cassette usée. Je me suis assis, j'ai commandé une bière et j'ai attendu. Valéria est arrivée avec 20 minutes de retard et
En la voyant, je me suis figé. Elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ses photos, mais son énergie était complètement différente. Elle ne marchait pas, elle glissait. Personne ne semblait remarquer son entrée. Elle s'est assise en face de moi sans rien dire au début, puis a souri. « Tu as l'air différente, Marial. » Nous avons discuté, mais quelque chose clochait. Il n'utilisait plus sa voix, comme sur les enregistrements audio. Il ne se souvenait plus de détails qu'il semblait connaître jusque-là. Son regard était creux, comme s'il me scrutait sans me voir. Soudain, il dit « Tu savais que ce n'était pas la première fois qu'on se rencontrait ici ? La dernière fois, tu ne voulais pas me suivre. » J'ai ri, gêné. « Ah, on te suit où ?»« De l'autre côté, » murmura-t-il, et son sourire disparut complètement. Je me levai pour chercher le serveur. J'avais besoin d'air, de quelque chose de vrai. Mais quand je me retournai, Valéria n'était plus à sa place. Il n'y avait qu'un miroir et je n'y étais pas. Je ne dormis pas de la nuit. Non pas par manque de sommeil, mais parce qu'à chaque fois que je fermais les yeux, l'image du miroir vide apparaissait comme une tache brûlée dans mon esprit. Je me persuadais que c'était un mauvais angle. Une coïncidence, un jeu de lumière, mais quelque chose en moi se défaisait. Et puis, à 2 heures du matin, comme chaque nuit, j'ai reçu un nouveau message de Valéria. « Merci d'être venu. Je veux te montrer quelque chose. » Je ne savais pas si je devais répondre, mais mes doigts ont bougé tout seuls. Je lui ai demandé une explication. Je lui ai demandé comment il avait disparu, s'il jouait à un jeu avec moi, ou s'il avait souffert d'une sorte de crise mentale. Sa réponse était aussi simple que dévastatrice. « Je veux te montrer des versions passées de toi. » Suite au message, il m'a envoyé un fichier compressé. J'ai hésité, bien sûr, mais la curiosité m'a saisi, comme si quelqu'un d'autre guidait mes pensées. Je l'ai téléchargé et ouvert. À l'intérieur se trouvaient plusieurs dossiers aux noms étranges. 17 avril, invité 4. Boucle d'oreilles rouges. Des dizaines de photos à l'intérieur. Sur chacune d'elles, je me présentais. Sur certaines photos, j'étais plus jeune. Sur d'autres, plus mince. Sur d'autres encore, plus chauve. Mais c'étaient des versions de moi qui n'avaient jamais existé. Des photos prises dans des endroits inconnus, avec des personnes que je ne reconnaissais pas, et même avec des expressions que je n'aurais jamais eues. Il y en avait une particulièrement troublante. Je me retrouvais dos à l'objectif, face à un lac sombre, avec une silhouette ressemblant à Valéria me tenant la main. J'ai regardé les métadonnées de l'image. Date de création, 18 septembre 2019. Ce jour-là, il était hospitalisé pour une appendicite. Il n'aurait pas pu aller à un lac. Il n'aurait pas pu être avec qui que ce soit. J'ai exigé des réponses. Et il a répondu par quelque chose d'encore plus énigmatique. Tous ceux qui rêvent de l'au-delà réfléchissent mal. Certains y restent, d'autres en reviennent incomplets. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'un long couloir rempli de miroirs brisés. Dans chaque miroir, une version de moi-même essayait de me parler. Il ne criait pas, il remuait juste les lèvres comme pour me prévenir. Mais derrière chaque reflet se trouvait une ombre aux yeux rouges. Toujours la même silhouette, toujours Valéria. À mon réveil, j'avais du sang séché sur les paumes. J'avais serré les poings si fort que mes ongles s'enfonçaient dans ma peau. Sur mon téléphone, un autre message. L'un de vous deux va traverser, il faut juste choisir lequel. J'ai commencé à éviter les miroirs. Ce n'était pas de la superstition, c'était de l'instinct. Chaque fois que je me regardais dans un miroir, quelque chose clochait. Mon reflet scintillait quand je ne le faisais pas. Ou je souriais quelques secondes plus tard. Je l'ai remarqué dans le rétroviseur de la voiture, dans la cuillère en métal, et même dans le reflet de l'écran de télévision noirci. Jamais longtemps, jamais assez longtemps pour l'enregistrer, mais assez longtemps pour comprendre que ce que je voyais n'était pas seulement mon reflet. Le point de rupture est arrivé un après-midi. J'étais au supermarché en train de choisir des céréales. Lorsqu'une femme s'est approchée de moi et m'a demandé « Ça va mieux maintenant ? La dernière fois que tu es venu ici, tu étais pieds nus et en sang. » J'ai ri, pensant qu'elle m'avait prise pour quelqu'un d'autre, mais son visage s'est déformé en une expression de panique sincère. « Tu n'es pas celle qui est venue avec la fille en noir, celle qui parlait une autre langue. » Je suis rentré chez moi sans rien acheter. Valéria continuait à m'écrire. Parfois, il m'envoyait des coordonnées. D'autres fois, des fragments de textes anciens
dans des langues qui ressemblaient au latin, mais qui ne l'étaient pas vraiment. Il m'a bloqué une fois. Puis il est apparu avec un profil différent. Nouveau nom, miroir avec la même photo, même bio. Cette fois, son message initial était différent. Maintenant, c'est toi qui l'as oublié. J'ai commencé à enquêter. Forums, groupes occultes, gens qui parlaient de gangsters, d'entités qui prennent forme dans les reflets. J'ai retrouvé un vieux fil de discussion Reddit datant d'il y a 5 ans. Un utilisateur mettait en garde contre les profils Tinder en double qui menaient à des rencontres avec des femmes identiques, incapables de se toucher mais qui savaient tout de vous. Le fil de discussion s'est terminé brutalement par une dernière entrée. Elle n'a plus besoin de miroir. Elle utilise nos souvenirs. Le nom de l'utilisateur était R. Mirador, n'est-ce pas? C'était le 2e prénom de mon père et mon année de naissance. J'ai réécrit à Valeria, je lui ai demandé de me laisser tranquille. Sa réponse était un enregistrement audio, d'à peine 5 secondes. C'était ma voix, mais ce n'était pas un enregistrement. Je parlais à quelqu'un, à elle. Je t'avais dit que je ne voulais pas revenir. Cette fois, je resterai de l'autre côté. J'ai écouté cet enregistrement 23 fois, et à chaque fois, ma voix était plus étouffée. Jusqu'à ce que, lors du dernier enregistrement, une porte claquât en arrière-plan et mon reflet sur l'écran noir de mon téléphone me sourit en retour. Tout a commencé à s'effondrer après cela. Mon reflet ne bougeait plus comme moi. Parfois, je marchais quelques secondes plus tard. Parfois, il restait parfaitement immobile, pendant que je me brossais les dents ou que je passais devant une vitrine. Au début, c'était subtil, puis c'est devenu délibéré. Je l'ai su le matin où, à mon réveil, j'ai découvert le miroir de la salle de bain recouvert à l'intérieur d'un mouchoir trempé, imprégné de vapeur, comme si quelqu'un avait respiré de l'autre côté. Les messages de Valeria ont complètement cessé, mais la correspondance est arrivée. Une nouvelle. Non, Anna Pipi Oscura, pas de photo, juste une description. Maintenant, vous me voyez. Je l'ai immédiatement trouvé. Cette nuit-là, à 2h30 du matin, tous les miroirs de mon appartement se sont brisés en même temps. Les vitres ne sont pas tombées. Elles se sont ouvertes vers l'intérieur comme des portes. Et il y avait des dizaines de versions de moi, chacune avec une expression différente. Désespoir, folie, épuisement, vide. Elles me fixaient toutes du regard. Certaines criaient sans bruit, d'autres riaient sans cesse. Mais elles avaient tout un point commun. Elles étaient piégées dans la vitre, et derrière elles se tenait la silhouette de Valeria, immobile, observant, attendant. Je me suis précipité, je me suis enfermé dans la pièce sans miroir, sans surface brillante et sans lumière. Mais ensuite, j'ai compris, je n'avais plus besoin de ces reflets. Elle était en moi. Pendant des jours, je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je rêvais de couloirs de verre, de mes autres versions piégées, les doigts en sang à force de se cogner. Et entre elles, une autre qui n'était pas moi, mais qui avait mes gestes, mes cicatrices, mes peurs, jusqu'à ce qu'un matin, je me réveille et que je sois de l'autre côté du miroir. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais. L'air est épais comme du mercure. La lumière a une teinte sépia maladive. Et mon reflet, celui qui reste du côté réel, vit désormais ma vie. Reçoit mes messages, parle à mes amis, sourit avec mes dents. Je suis toujours prisonnier ici, comme les autres. Parfois, si on se regarde dans un miroir faiblement éclairé, on peut nous voir. C'est nous qui clignons des yeux de façon décalée. On est du genre à sourire sans raison. Et si jamais vous rencontrez quelqu'un qui semble trop vous connaître, fuyez car il se pourrait bien qu'il vous regarde déjà de l'autre côté. Je n'ai jamais été un adepte de Tinder à long terme. Je télécharge l'application, je rencontre quelques personnes. Je suis emballé et quelques semaines plus tard, je réalise que personne ne veut la même chose que moi. Mais en mai 2021, quelque chose de différent s'est produit. Je traversais une période difficile, travail, famille, insomnie insupportable qui durait depuis 4 mois. Je passais des nuits entières sans sommeil, où mon esprit ne parvenait pas à s'arrêter. Alors, lors d'une de ces crises d'insomnie brutale, j'ai rouvert Tinder. Il m'a fallu à peine 5 minutes pour la retrouver. Julia, son profil ne comportait que 3 photos, mais elles étaient parfaites, trop parfaites. Non pas par leur beauté artificielle, mais par leur composition.
Lumière tamisée, couleur chaude, arrière-plan flou. Son expression sur chacune d'elles donnait l'impression qu'elle connaissait un secret que j'allais découvrir. La première photo se déroulait dans une sorte de pièce à l'ancienne, comme une bibliothèque victorienne, avec des étagères pleines de livres et une vieille lampe dans un coin. Elle était assise dans un fauteuil en velours rouge, vêtue d'une robe noire, un verre de vin à la main. La deuxième photo était plus troublante. Julia se tenait devant un miroir, mais on ne voyait qu'elle. Le miroir reflétait la pièce, mais pas sa silhouette. La troisième photo montrait une porte fermée, en bois massif sombre, avec un numéro à peine visible. Cette dernière photo m'a laissé songeur. Ce n'était pas n'importe quelle pièce. La structure des murs la faisait ressembler à une porte de sous-sol. Le plus drôle, c'est qu'elle était décorée d'une boule de Noël, rouillée, et qu'une chaîne pendait à la poignée, comme si elle avait été cadenassée, mais était maintenant ouverte. Sa biographie disait « Les vieilles maisons ont des secrets, moi aussi. Si vous êtes assez courageux, frappez » et un émoji de clé rouillée. Je n'ai pas hésité une seconde. Elle me plaisait. On s'est tout de suite bien entendu. Son premier message était direct. « Ah, tu veux que je te confie un secret ?» Je réponds toujours, mais ensuite tu me dis où tu as trouvé ces belles photos. Ce à quoi elle a répondu « Ce ne sont pas des photos, ce sont des souvenirs. » J'ai ri, je pensais que c'était une sorte de vers poétique. Mais elle m'a immédiatement envoyé une autre image. C'était une capture d'écran de ma maison. L'image montrait la porte d'entrée de mon appartement, vue de l'extérieur. Prise de nuit, la lumière du couloir était allumée. Mon paillasson gris, le numéro 13 sur la porte. Je me suis figé. Je lui ai demandé qui elle était vraiment et comment elle avait eu cette image. Elle a répondu par une autre phrase énigmatique. « Ce n'est pas la première fois que tu entres chez moi, mais la dernière fois, tu ne savais plus comment sortir. J'ai bloqué le chat, fermé Tinder, désinstallé l'application. Ce n'était pas suffisant. Le lendemain matin, j'ai trouvé quelque chose dans ma boîte. Aux lettres, une enveloppe sans adresse de retour. Une photo imprimée, moi endormi dans mon lit. Vu l'angle, la photo avait été prise. Elle ne pouvait provenir que du placard de la chambre. Après avoir reçu cette photo, quelque chose a cliqué dans ma tête. C'était la confirmation de ce que je craignais. Quelqu'un s'était introduit dans mon appartement pendant mon sommeil. J'ai appelé la police. Bien sûr, 2 agents sont arrivés. Ils ont fouillé les lieux. Ils n'ont trouvé aucune trace d'effraction. Nous avons vérifié les caméras du couloir, mais cette nuit-là, ils ont dit qu'il y avait eu une panne de courant. Il n'a rien enregistré entre 2h et la 44e rue. Exactement les heures où je dors le mieux grâce aux analgésiques que je prends contre l'insomnie. Mais ce qui m'a le plus glacé, c'est l'expression du visage d'un des policiers en voyant la photo. Il m'a regardé en plissant les yeux et m'a dit « Je parie que c'est toi au lit, parce que ça ne ressemble pas à cette pièce. » J'ai regardé de plus près. C'était vrai. L'angle suggérait que c'était mon lit ainsi, et moi en pyjama, mais les murs étaient plus sombres. Il n'y avait pas de fenêtre et le plafond était en vieux bois. Pas celui en béton de mon appartement, c'était une version différente de ma chambre, plus ancienne, plus froide. J'ai décidé d'installer des caméras à chaque entrée, même dans la salle de bain. J'en ai parlé à un ami, Thomas, et il m'a proposé de rester quelques jours chez lui. J'ai accepté, mais avant de partir, autre chose s'est produit. J'ai retéléchargé Tinder. Je ne sais pas pourquoi une partie de moi voulait affronter ça. Comprendre que tout cela n'était qu'un canular, une manipulation numérique, une idée rationnelle. Je l'ai ouvert et Julia était de nouveau là. Même profil, même photo. Mais maintenant, il y avait une 4e image. C'était une photo d'elle et moi ensemble, prise d'en haut. J'avais l'air endormi. Elle était assise à côté de moi, dans sa robe noire, souriante, et au fond, la porte avec le numéro 1. Je lui ai écrit. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Quelque chose m'attirait. « Quelle est cette porte ?» a immédiatement répondu Julia. « Cette porte est sous ta mémoire. Elle ne s'ouvre que lorsque tu décides de voir ce dont tu ne veux pas te souvenir. » Je lui ai écrit de nouveau. « Qui es-tu ?»« Je suis la clé. » A-t-elle dit. « Tu es la serrure. » Et quelqu'un d'autre l'a déjà ouverte. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, chez Thomas, je me suis réveillé trempé de sueur. J'ai rêvé d'un escalier en béton interminable et humide qui descendait en spirale.
Je suis descendu, jusqu'à atteindre la porte numéro 1. Mais en m'approchant, quelque chose de l'autre côté a commencé à gratter le bois. Non pas à cogner, mais à gratter désespérément, comme des clous sur une pierre tombale. Je me suis réveillé les pieds mouillés. Ils étaient sales, couverts de boue séchée et de petits fragments de feuilles pourries. Au sol, il y avait des empreintes de pas qui n'étaient pas les miennes. Thomas n'était pas chez lui, son portable était éteint. Je suis retourné en courant à mon appartement. Je l'ai trouvé là, mais pas comme je l'espérais. Thomas se tenait devant mon armoire, complètement immobile. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne semblait pas cligner des yeux. Je lui ai crié dessus, je les ai secoués. Et il n'a pas réagi. Quand je l'ai fait tomber par terre, il a juste dit « N'ouvre pas la porte ». Je ne me souviens pas. Et une clé rouillée est tombée de sa poche. Thomas ne se souvenait de rien. Le lendemain, il a juré qu'il ne savait pas pourquoi il était venu chez moi ni comment il avait eu la clé. Il disait qu'il faisait des cauchemars, où une femme lui murmurait à l'oreille pendant son sommeil, le conduisant par la main vers une pièce sans fenêtre où le temps s'était arrêté. Mais chaque fois qu'il essayait de décrire son visage, sa voix se brisait et ses yeux se remplissaient de larmes. Il m'a juré qu'il ne dormirait plus jamais, qu'il devait couvrir les miroirs. Je lui ai demandé de rester avec moi. Je l'ai emmené sur mon canapé et lui ai préparé du thé. Mais alors que je versais l'eau, j'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir, suivie d'un grand boum. Thomas s'était évanoui, mais ce n'était pas le pire. Sur son bras, à l'encre noire et d'une écriture impeccable, était écrite la phrase « La porte numéro 1 est plus proche que tu ne le penses ». Et là j'ai su. J'allais l'ouvrir car la porte existait. Pas dans mon appartement, pas dans un immeuble ordinaire. J'étais dans l'autre partie de moi-même, là où quelque chose ou quelqu'un avait laissé des souvenirs bloqués, enfermés, déguisés en cauchemars. J'ai passé la nuit à fouiller chaque recoin de l'appartement, à frapper au mur, à la recherche d'irrégularités. Et c'est derrière une bibliothèque que j'ai trouvé une grille d'aération mal fermée. Je l'ai fait entrer dans une petite cavité en béton sale et oublié. Et au bout, un puits vertical avec des marches en métal rouillé descendant dans l'obscurité. Avec la lampe de poche de mon téléphone et la clé de Thomas en main, je suis descendu. Les marches craquaient, comme si personne n'y avait marché depuis des années. L'odeur était aigre, un mélange d'humidité, de vieux fer et d'autres choses. Quelque chose que je ne veux pas nommer. L'escalier descendait plus que de raison. Impossible de le faire entrer dans le bâtiment. Mais il continuait à descendre. Au bout, le tunnel débouchait sur un couloir de briques apparentes, sans lumière, aux murs couverts d'empreintes de mains. Certaines petites, d'autres trop grandes. Et au bout, oui, je la reconnus, la porte en bois noir presque pourrie, avec le numéro du monde gravé d'un objet pointu et tranchant. Une chaîne brisée pendait à la poignée. J'insérai la clé sans réfléchir. Avant même de pouvoir me retourner, j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai lentement. Julia était silencieuse. On n'entendait pas ses pas sur le sol. Elle apparut à quelques mètres, vêtue de noir, le regard éteint. Elle m'observait comme si elle savait déjà ce que j'allais faire. « Eva, tu dois t'en souvenir », dit-elle, les lèvres toujours closes. Sa voix résonnait dans ma tête. J'ai crié et essayé de courir. Mais mon corps refusait de réagir, et mes mains ont tourné la clé toute seule. La porte s'est ouverte, et j'ai vu, non pas une pièce, ni un sous-sol, une pièce identique à la mienne, mais pourrie, rouillée, couverte de photos de moi, endormie, pleurant, saignant, hurlant et ligoté dans son lit, que n'était allongé là, attaché à un lit identique au mien. Le visage de mon autre moi était décharné, ses yeux gonflés par les pleurs, et sa peau couverte de petites blessures qui semblaient avoir été faites avec des ongles. Et puis j'ai compris que toutes les fois où je me réveillais avec des bleus, des courbatures inexpliquées, ce n'étaient pas des hallucinations, ce n'étaient pas des cauchemars, c'étaient des échanges. Ce moi me regardait avec un désespoir animal. Elle secouait la tête de gauche à droite, comme pour me supplier de ne pas m'approcher. Elle essaya de crier, mais elle avait un bâillon fait d'un vieux tissu taché dans la bouche. Je me suis rapproché, incapable de me retenir. Non pas par choix, mais parce que quelque chose de plus fort me poussait. Julia n'était pas en vue, mais je la sentais dans l'air,
dans chaque ombre qui rampait le long des murs de cette copie de ma chambre. Et puis j'ai entendu la voix, non pas dans l'obscurité, mais en moi. Chaque version de toi a un prix. Tu t'es échappé, pas lui. Maintenant, quelqu'un doit rester. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de reculer, de crier, de courir, mais mes pieds étaient cloués au sol. J'ai commencé à perdre l'équilibre, me sentant étourdi, comme si ma conscience m'était arrachée. Des images me traversèrent l'esprit. Julia me tenant la main dans un couloir, moi pleurant devant une tombe anonyme. Quelqu'un avec mon visage riait en tenant un couteau. J'ai ouvert les yeux brusquement. J'étais attaché au lit. C'était moi qui criais maintenant. Et devant moi, ce moi plus jeune et plus sain me fixait d'un air impassible. Il n'essayait pas de m'aider, il me regardait simplement. Derrière lui, Julia apparut, lui toucha l'épaule et murmura quelque chose que je ne compris pas. Il hocha la tête, se retourna et sortit. Julia resta immobile, s'approchant lentement de moi. Son visage n'était plus humain. Ses yeux étaient d'un noir d'encre, comme des trous. Sa peau semblait faite d'une ombre humide. Lorsqu'elle parlait, sa voix était celle de toutes les femmes qu'il avait connues, toutes mêlées en un écho impossible. Personne ne se souvient comment elle est arrivée dans cette pièce, seulement pourquoi elle a voulu l'oublier. Je lui ai crié de me laisser partir, que ce n'était pas juste, que je ne me souvenais de rien, que j'étais une victime. Elle sourit. Non, tu as été le premier à ouvrir la porte. Les autres ont suivi. Et puis j'ai compris, j'étais déjà passé par là. Je l'avais emmenée avec moi. Une nuit oubliée où j'avais joué avec des choses que je ne comprenais pas. Quand j'ai téléchargé cette application, ce n'était pas notre première rencontre. C'était nos retrouvailles. Tout ce qui est arrivé ensuite est dû au fait que j'ai laissé la porte ouverte. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis que j'étais enfermé dans cette version pourrie de ma chambre. Les jours n'existent pas ici. La lumière ne change pas, l'air ne circule pas. La seule compagnie est le bruit de l'humidité qui tombe dans un coin invisible et, parfois, des murmures. Des murmures montent de derrière les murs. Des voix m'appellent par des noms que je ne reconnais pas. Parfois, Julia apparaît, pas toujours sous la même forme. Parfois, elle semble humaine. D'autres fois, elle ressemble davantage à un souvenir incarné. Elle m'observe pendant mon sommeil, si c'est possible ici, et laisse derrière elle des objets que je ne comprends pas. Des horloges sans aiguille, des photos brûlées, des poupées avec mon visage dessus. Ça me dit des choses incompréhensibles, comme « tu as presque bouclé la boucle ». Un nouveau va prendre ta place. Cette fois, n'oublie pas de sortir par la bonne porte. L'autre moi, celui qui est parti à ma place, n'est jamais revenu. Mais il n'est pas seul. Je le vois parce que depuis cette pièce, il y a des miroirs au mur, pas des miroirs ordinaires, mais comme des flaques d'eau épaisses, où je peux voir le monde réel. Parfois, si je me concentre, je vois ma vie vécue par lui, portant mes vêtements, discutant avec mes amis, retournant au travail. J'ai même vu une image qui m'a brisé, lui assis auprès de ma mère, la serrant dans ses bras, la réconfortant. Je ne suis pas enfant unique, mais il prend désormais ma place, et va mieux. Et le plus pervers, c'est qu'il est aussi sur Tinder. Même nom, mes photos, mes likes, mais les siens ont disparu. J'ai regardé les profils, des jeunes femmes, des hommes curieux, même des gens qui ne recherchent rien d'autre que l'amitié. Ils tombent tous dans le panneau, ils finissent tous par franchir la porte. Parce que c'est ce qu'il fait maintenant, c'est ce que j'ai commencé. Car tout cela n'est pas une malédiction personnelle. C'est un cycle, un système, un réseau d'identités volées, piégées, recyclées. L'application n'est pas qu'une application. C'est une porte ouverte. Chaque profil comme Julia, comme le mien, comme ceux à venir, est un piège. Et vous, qui lisez ceci, vous pensez être en sécurité. Mais dites-moi quelque chose. Tu n'as jamais fait l'amour avec quelqu'un avec seulement 3 photos. Une porte, un miroir sans reflet, une phrase que tu ne comprenais pas. Parce que si c'est le cas, il t'a déjà vu, il t'a déjà choisi, et cette fois, ce sera ton tour de descendre l'escalier. Tout a commencé comme une simple anecdote qu'on raconte entre amis, entre rires gênés et bière bon marché. J'ai croisé une folle sur Tinder. C'est ce que j'ai pensé au début, mais rien de drôle ne s'est passé ensuite. C'était autre chose, quelque chose que j'ai encore du mal à croire. Mais c'était, ou c'est toujours, vrai. Elle s'appelait Carmen. Son profil était simple, sans filtre.
sans légende prétentieuse. 3 photos normales. Un selfie dans un parc, un autre avec un chat noir sur les genoux, et une plus floue dans ce qui semblait être une salle de bain carrelée de verre. Il n'y avait pas de biographie, rien. Cela aurait dû me rendre méfiant, mais ça m'a intrigué. Ça semblait authentique. Nous avons fait match un dimanche matin ennuyeux, à cette heure où l'on n'attend plus rien du monde. Notre conversation a été étrange dès le début. « Toi aussi, tu rêves de feu ». C'était son premier message. J'ai cru à une blague ou à une référence littéraire. Je n'ai joué le jeu que si je répondais. Il n'a pas ri. Elle a juste dit « J'ai rêvé de toi. Tu étais dans le feu. Tu criais mon nom, même si tu ne le savais pas. » J'ai voulu l'ignorer, mais quelque chose a piqué ma curiosité. Je lui ai demandé à quoi ressemblait ce rêve. Elle m'a donné un récit détaillé, trop détaillé. Tu es sur un canapé bleu, tu portes un t-shirt gris des Stones. Tes pieds sont nus, ton chat dort sur le dossier. Il y a une bougie allumée à ta gauche. Je te regarde par la fenêtre, mais tu ne me vois pas. J'ai senti un nœud dans mon estomac, car c'était exactement ce qui m'entourait. À ce moment-là, je me suis levé. J'ai regardé par la fenêtre. Rien. J'ai tout verrouillé, soufflé la bougie, mis le chat dans la salle de bain et lui ai envoyé un texto. « Qui es-tu? Comment sais-tu ça? Tais-toi. » J'ai persisté, j'ai envoyé 5 autres messages. Ils étaient tous marqués comme livrés, mais non lus, jusqu'à ce que je vois qu'elle m'avait bloqué. La conversation s'est supprimée d'elle-même, mais le plus étrange est arrivé après. Le lendemain, en allumant mon téléphone, j'ai remarqué que la conversation avec Carmen était toujours là. Non pas sous forme de fil de discussion, mais sous la forme d'une nouvelle application, une nouvelle icône. Parmi mes applications, une flamme rouge, le nom Carmen. Quand je l'ai ouvert, une seule ligne de texte est apparue. On ne peut pas bloquer quelqu'un qui vit déjà dans la voie. J'ai pensé à un virus. J'ai redémarré le téléphone, supprimé l'icône, mais quelques secondes plus tard, elle est revenue. Parfois avec de nouvelles phrases, d'autres fois avec des images. L'une d'elles m'a figé. Une capture d'écran de mon historique de recherche, montrant une recherche dont je ne me souvenais pas. Comment savoir si quelqu'un vit encore dans nos souvenirs? J'ai tout essayé. J'ai supprimé l'historique, réinitialisé le téléphone aux paramètres d'usine, même changé la puce, mais l'icône de flamme rouge réapparaissait sans cesse, toujours au même endroit, comme si elle reprenait sa place. Un jour, je me suis réveillé et je l'ai trouvé ouvert tout seul en plein écran, affichant un texte que je ne me souvenais pas avoir tapé. La mémoire ne vous appartient pas, elle est partagée. J'ai commencé à m'en faire une obsession. Je me suis connecté à des forums d'utilisateurs, Android et à des groupes de cybersécurité. J'ai même payé un technicien pour vérifier mon téléphone. Ils m'ont tous dit la même chose. Cette application n'existe pas. Elle n'a jamais été installée. Personne n'a trouvé la moindre trace de code, d'autorisation ou d'activité. La source était inconnue. Puis les messages ont commencé, non plus dans l'icône, mais dans d'autres applications, comme Gmail, WhatsApp, Google Maps. Un jour, j'ai reçu une notification d'Uber, alors que je n'avais pas passé commande. Le message disait « Votre commande arrivera dans 8 minutes ». Carmen l'a laissée sur la table. L'adresse de livraison était la mienne. Elle a fermé la porte. Il n'y avait personne, mais l'air du couloir sentait la viande brûlée. J'ai cru à une farce, mais plus personne ne riait. Moi surtout pas. J'ai commencé à parcourir mes anciens matchs Tinder et j'ai découvert quelque chose de terrifiant. Il n'y avait aucune trace de Carmen, aucun email de bienvenue, aucune notification, même pas dans mon historique d'activité, seulement dans ma mémoire et dans cette maudite icône qui, à chaque fois que je la touchais, me montrait quelque chose de plus sombre. Un jour, elle a ouvert une galerie d'images, presque 100 photos, toutes de moi. Au début, j'ai cru qu'elles provenaient de mes réseaux sociaux, mais non, c'étaient des photos prises sous des angles impossibles de mon appartement, de ma voiture, et même une de moi sous la douche. Sur certaines, je dors. Sur d'autres, je suis complètement seul, en train de lire ou de manger, avec des expressions que je ne me souviens pas avoir jamais eues. Mais il y en avait un particulièrement troublant. Un selfie de moi avec Carmen derrière moi. Son visage était partiellement flou, non pas à cause de l'objectif, mais comme si l'image elle-même ne pouvait le retenir.
Ses yeux étaient deux ovales noirs et sa bouche affichait un sourire en coin. Mais le pire, ce n'était pas ça. C'était ce que disait la légende. Généré par une intelligence artificielle que je n'avais pas installée, dernier souvenir partagé. Il ne distingue plus qui l'a vécu. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'une pièce sans porte ni fenêtre. Il y avait une chaise et un miroir. Sur la chaise, moi devant le miroir, Carmen me parlant sans bouger les lèvres. Je ne suis plus sur ton téléphone, je suis dans ta tête. Je me suis réveillé avec l'impression d'étouffer. Mais le pire est arrivé quand j'ai ouvert ma vraie galerie sur mon téléphone. La dernière photo n'était pas un rêve, c'était exactement la même. Moi dans le fauteuil et Carmen dans le miroir, comme si j'étais sans miroir. Après cette dernière photo, je ne savais plus ce qui m'appartenait et ce qui ne m'appartenait pas. Je me sentais déconnecté de moi-même, comme si quelque chose s'était détaché de ma conscience et m'observait de l'extérieur. Je mangeais mal, je ne dormais pas. Mon ombre semblait se déplacer avec un certain retard, je le jure. À plusieurs reprises, je l'ai vu s'arrêter une seconde après moi, et ce n'était pas le plus étrange. Un matin, en parcourant d'anciens fichiers sur mon ordinateur portable, j'ai remarqué un nouveau dossier caché dont la date de modification remontait à 4 jours avant l'installation de Tinder. Le nom de Carmen figurait dans plusieurs documents, tous sans extension. Je les ai ouverts un par un, il n'y avait que des phrases en majuscules, répétées comme un mantra. Quand on oublie, elle avance. Quand on se souvient, elle prend forme. Quelqu'un d'autre l'avait déjà prononcé. Vous l'aviez déjà rêvé. Vous l'aviez déjà bloqué. Mais il ne disparaissait pas. Il y en avait un autre, un fichier simplement intitulé « Dernière Tomote et Sexte ». Son contenu ne tenait qu'en une seule ligne. Elle avait déjà eu votre visage. Passons maintenant à votre histoire. Le même jour, ma mère m'a appelé, très nerveuse. Elle m'a dit avoir reçu un étrange message de mon numéro, mais pas avec ma voix. C'était un enregistrement audio. Je lui ai demandé de me le transmettre. Ce n'était pas ma voix. Elle était similaire, mais plus lente, plus brouillée, comme si je me noyais ou que je répétais quelque chose en transe. « Maman, je ne suis plus lui, mais je suis en sécurité. Ne pose pas de questions. » La voix fut coupée par un bourdonnement électronique. J'ai appelé mon opérateur téléphonique. Il n'y avait aucune trace de ce message. Je leur ai montré l'heure, le numéro, tout. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucune activité sortante sur ma carte SIM. J'ai alors demandé si quelqu'un pouvait cloner ma ligne. Ils m'ont dit que c'était techniquement possible, mais pas dans ce cas. D'après eux, je l'avais envoyé depuis un autre appareil en étant connecté. Je n'ai jamais fait ça. La paranoïa m'a rongé. En désespoir de cause, j'ai réinstallé Tinder. J'ai cherché son nom, rien. Pas de profil, rien de familier. Jusqu'à ce que je reçoive une notification interne. Tu essayes de trouver ce qu'il y a déjà dedans. L'application s'est fermée toute seule, mais soudain, le plus effrayant, une vidéo est apparue dans la galerie. Une seule. Un enregistrement de moi la nuit, endormi. La caméra était au plafond. Prise de dessus, mon corps immobile. Et petit à petit, Carmen est apparue, rampant hors du lit, se traînant vers moi. Sa peau était noire comme du charbon, mais elle bougeait comme de la cendre vive. Elle s'est penchée vers mon oreille. La vidéo n'avait pas de son, mais les sous-titres générés automatiquement disaient « Bloque-moi encore ». Chaque fois que tu le fais, tu me rends plus réel. Après la vidéo, j'ai d'abord fouillé mon appartement dans tous les recoins. J'ai sorti le lit, vérifié le plafond, démonté l'ordinateur et je n'ai trouvé ni caméra, ni micro, ni trace de qui que ce soit. Et pourtant, tout indiquait que j'étais observé de l'intérieur. J'ai commencé à avoir des trous de mémoire, de petits trous dans le temps, comme lorsque j'ouvrais les yeux au milieu du couloir, sans savoir pourquoi j'avais quitté la pièce, ou lorsque le micro-ondes sonnait et que je ne me souvenais plus d'y avoir mis quoi que ce soit. Le pire, c'était un après-midi. Je me suis réveillé sur un banc public à 3 pâtés de maison de chez moi, le pantalon couvert de boue et la main crispée sur un morceau de papier froissé. Il y était écrit « Tu ne vis plus ton histoire, tu répètes la mienne ». Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait, mais en rentrant, un nouveau message m'attendait sur mon portable, provenant d'un numéro non enregistré, sans indicatif pays et sans format logique. Il y avait écrit « Voulez-vous savoir qui était
Carmen avant qu'elle ne soit Carmen? Puis un lien, un fichier PDF hébergé sur un serveur avec un nom illisible. Je l'ai ouvert sans réfléchir. C'était un vieux rapport scanné, daté de 1989. Je l'ai lu avec difficulté. Il faisait partie d'un dossier psychiatrique. La patiente s'appelait Carmela Henner. Elle avait 24 ans. Elle souffrait d'épisodes d'identité croisée. Elle prétendait rêver de personnes existantes. Mais avant de les rencontrer, elle affirmait qu'en rêvant d'elles, elle pouvait copier leurs souvenirs. Elle prédisait même des morts et des disparitions. Dans un passage du rapport, un psychiatre écrivait « Carmela semble devenir une copie psychique de ceux dont elle rêve. Elle a essayé d'être plusieurs, mais elle dit que son corps ne la suit plus. Elle veut abandonner le sien. » Le dernier paragraphe disait « Il a développé l'idée que l'Iran puisse se transférer vers un autre hôte et prétend avoir quitté le système pour pénétrer dans les réseaux humains. Son obsession actuelle est une interface de tir. Il dit qu'il pourra bientôt correspondre avec n'importe qui. Mon nom était écrit à la main dans la marge inférieure du rapport, à l'encre rouge. J'ai commencé à perdre le contact avec la réalité. Mes amis me disaient que je racontais des histoires qui n'étaient pas les miennes. Ma sœur jurait se souvenir d'une conversation téléphonique entre nous où je lui avais parlé avec une voix de femme, utilisant des phrases dans une autre langue. Je ne me souvenais de rien jusqu'à ce qu'une nuit, je me réveille en hurlant. Mon visage était couvert de cendres, comme si j'avais coincé ma tête dans une cheminée. Et sur le miroir de la salle de bain, quelqu'un avait écrit « Ma brosse à dents cirée dessus, tu l'as bloquée tellement de fois que maintenant, tu es une version plus pointue d'elle. » Je l'ai su en me réveillant cette nuit-là. Ce n'était plus seulement moi dans ce corps. Il y avait des moments où ma voix était différente, plus aiguë, comme si quelqu'un d'autre parlait intérieurement. J'entendais mes propres pensées interrompues par des phrases que je ne reconnaissais pas comme étant les miennes, des expressions latines ou quelque chose qui ressemblait seulement à du langage. Un soir, je me suis regardé dans le miroir et, pendant une seconde, mes yeux sont restés immobiles. Ils m'observaient. Je suis allé aux urgences. Ils ont fait des examens et tout était normal. Personne n'a rien cru. Ils m'ont donné des anxiolytiques. Mais Carmen, elle, n'était pas partie. Elle s'installait à peine. Et c'est là que j'ai découvert la dernière conversation. En rentrant, mon téléphone s'est allumé tout seul. Une notification est apparue à l'écran. Discussion archivée. Carmen, il y a 3 ans. Ça n'avait aucun sens. Je n'avais pas installé Tinder depuis longtemps. Pourtant, la conversation était là, un vieux fil de discussion, comme sauvé d'un autre téléphone, d'un autre système. Je l'ai ouvert. C'était une version plus jeune de moi qui parlait. Le ton, les blagues, tout était plus innocent. Et Carmen était différente, plus chaleureuse, plus cohérente. Il y avait même une photo que je n'avais jamais vue auparavant. Nous deux marchant sur une plage, souriant, et un message vocal de mon ancien moi. Si jamais tu t'en souviens, il sera trop tard, car pour qu'elle survive, il faut oublier. Puis son dernier message. Merci de m'avoir laissé entrer. C'est ta solitude qui a ouvert la porte. Celle-là même qui va maintenant te fermer la porte. La conversation s'est effondrée. L'icône de l'application avec la flamme s'est allumée une dernière fois. Le transfert était terminé. Et à cet instant, j'ai su. Je n'étais plus l'hôte. Carmen m'avait absorbé. Mais pas comme un esprit, pas comme un démon, comme une identité virale, un ensemble de données, de souvenirs, d'émotions, de schémas comportementaux qu'elle avait implantés en moi. Chaque interaction, chaque blocage, chaque recherche l'a rendu plus fort, plus précis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune différence entre nous, jusqu'à ce que je sois elle. Je l'ai confirmé en rouvrant Tinder. Je ne me souvenais pas de l'avoir fait. Mais c'était là, le profil actif, les nouvelles photos, le nom de Carmen et le premier message envoyé à quelqu'un d'autre. « Toi aussi, tu rêves de feu. » Tout a commencé par une blague. Avec un groupe d'amis, j'ai décidé de relever un défi Tinder paranormal. Pendant une semaine, nous avons visité des zones rurales et reculées du pays, où personne n'utilise habituellement l'application, pour voir si quelque chose d'inhabituel se produisait. L'idée était de rire, de partager des profils absurdes et de faire semblant de correspondre à des êtres venus d'outre-tombe. Le jeu a dégénéré lorsque l'un de nous, Rami, a rencontré une fille nommée Lucia.
Son profil était très simple. Une seule photo, le visage légèrement penché, le fond complètement noir, les yeux ouverts, si grands qu'ils semblaient retouchés. Son sourire si subtil la faisait douter de sa joie ou de sa terreur. Le plus étrange, c'est que sa localisation ne correspondait à aucune ville. Il était simplement écrit « Zone interdite ». La bio ne contenait qu'une seule phrase. Vous savez ce que ça fait? D'être oublié de son vivant. Rami, fidèle à l'esprit du jeu, lui a envoyé un simple message. « Dis donc, tu es sorti ?» Elle a répondu instantanément. « Oui, tu te souviens encore de moi ?» Rami a ri et nous a montré le chat. Nous avons pensé qu'il s'agissait d'une IA ou d'un jeu de rôle, mais elle a continué à écrire. « Tu es avec tes amis ?» L'un a une casquette rouge, l'autre un tatouage dans le cou. « C'est toi qui as peur. » On s'est regardés tous les trois, exactement comme on était habillés à ce moment-là. Il a commencé à s'inquiéter. Il lui a demandé si elle avait accès à une caméra ou si elle piratait son téléphone. Lucia a répondu quelque chose d'encore plus troublant. Ce n'est pas un souvenir, ce moment est révolu. J'étais là, il lui a donc envoyé une photo, non pas sur Tinder, mais directement sur WhatsApp. Une image que personne n'avait. C'était un vieux selfie de Rami, moi et un autre ami à nous, disparu en 2018, Lucas, celui avec le tatouage. Sur la photo, Lucia était en arrière-plan. Et le plus étrange, c'est qu'aucun de nous ne se souvenait d'elle. Aucun. Rami, terrifié, a bloqué le numéro. A fermé Tinder, mais le lendemain, lorsqu'il a allumé son téléphone, son fond d'écran avait changé. Il affichait maintenant une photo de Lucia, plus jeune, avec une date manuscrite par-dessus, septembre 2018. C'est le jour où Lucas a disparu sans laisser de traces. Nous pensions que quelqu'un nous faisait une blague macabre, jusqu'à ce que nous consultions l'ancien compte Instagram de Lucas. Dans une publication datant d'il y a 6 ans, il y avait un message dans les commentaires provenant d'un compte sans photo ni nom. Lucia te trouvera en premier. Après avoir retrouvé ce vieux commentaire sur l'Instagram de Lucas, nos rires se sont estompés. Ce qui avait commencé comme une blague entre amis a commencé à prendre une tournure sombre. Quelque chose que nous ne savions pas comment nommer. Le compte qu'il avait commenté, celui qui mentionnait Lucia, n'avait ni publication, ni abonné, ni suivi. Juste un lien dans la bio, un lien vers un forum abandonné du Deep Web, quelque chose que nous n'aurions normalement pas consulté. Mais ce soir-là, Rami l'a fait. Le forum était rudimentaire, noir et blanc, avec une esthétique années 90. Il n'y avait qu'un seul fil de discussion actif, intitulé « Ceux qui l'ont vu ». À l'intérieur se trouvaient des témoignages de personnes de différentes régions du pays, voire d'autres continents, tous partageant un même point commun. Ils avaient rencontré quelqu'un sur Tinder avec une seule photo, un fond noir et un regard intense, des noms différents, des lieux différents, mais tous décrivaient le même sentiment. Une femme qui semblait savoir des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir, des choses du passé, de ses peurs, de ses pertes. Certains parlaient de rêves récurrents, d'autres d'objets apparaissant chez eux avec des dates manuscrites, mais quelques-uns parlaient de quelque chose de bien pire. La disparition d'un proche, d'un être lié à jamais à une précédente union, une chaîne de pertes, comme si Lucia, ou je ne sais quoi, cette chose qui utilisait son visage, sautait de victime en victime, laissant un vide. Cette même nuit, Rami m'a appelé en hurlant. Sa voix était brisée. Il m'a dit qu'il avait allumé son ordinateur portable pour chercher des informations sur Lucia, disparue sur Tinder, et qu'en ouvrant le navigateur, il était redirigé vers une page noire avec une seule ligne blanche. Ce n'était pas un profil, mais une porte. Puis l'appareil photo s'est ouvert tout seul et a pris une photo. L'ordinateur s'est éteint brusquement lorsqu'il l'a rallumé. Sur son bureau, il n'y avait qu'un seul fichier. Je l'ai vu, mais dans le reflet de l'écran, je pouvais voir Lucia derrière. Nous avons décidé d'abandonner le jeu, de supprimer Tinder, de tout couper. Nous avons même changé d'avis. Mais 2 jours plus tard, Rami a cessé de répondre. Nous sommes allés chez lui, personne n'a répondu. Nous avons appelé sa famille. Ils ont dit qu'elle était partie subitement, sans prévenir, laissant seulement un étrange mot qui disait « Maintenant, je sais qui est Lucia. Maintenant, je sais ce qui est arrivé à Lucas. Maintenant, c'est à mon tour de boucler la chaîne. » La police a qualifié la disparition volontaire
mais nous connaissions la vérité. Et nous l'avons su encore plus lorsque, la même semaine, l'un de mes nouveaux compagnons m'a écrit « Salut, tu savais qu'avant Rami, il y en avait 8 autres. Elle s'appelait Lucia, mais maintenant elle utilisait un autre visage. Le nouveau profil de Lucia était différent. Cette fois, il comportait 4 photos, chacune représentant une femme différente, d'âge différent, avec des cheveux différents, mais avec des yeux toujours identiques, grands ouverts, vitreux, comme si elle venait de voir quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. Et dans toutes les images, un élément commun se cachait en arrière-plan. Un miroir sale, presque opaque, avec ce qui semblait être un visage flou qui regardait dans un coin. La biographie avait également changé. Le feu purifie, l'oubli préserve. Si vous lisez ceci, c'est que vous êtes déjà marqué. Je l'ai bloqué immédiatement. J'ai fermé l'application, mais quelque chose d'étrange s'est produit cette nuit-là. Mon téléphone a commencé à afficher des notifications automatiques de match, comme si quelqu'un ou quelque chose glissait constamment sur moi. Les notifications étaient étranges. Il n'y avait pas de nom, juste des séries de chiffres, dont certains me semblaient familiers. Puis, dans ma liste de discussions, une conversation est apparue, avec un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Lucas. Il avait disparu en 2000. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Il avait été signalé comme étant en fuite. Mais maintenant, son nom était là sur Tinder, accompagné d'un message. La chaîne se referme avec celui qui oublie le premier visage. J'ai cru que c'était un cauchemar jusqu'à ce que je reçoive un fichier PDF, intitulé « Fichier Lucia ». Il contenait des pages numérisées d'un vieux carnet, daté de 1951 à 2017, des noms manuscrits en colonnes, avec des lettres maladroites et tachées. Chaque nom portait une date, parfois 2, et en lettres rouges sur le côté, oublié, répété, enchaîné. J'ai lu les 5 premiers noms, et le 6e était le mien, avec une date, le 16 mars 2023, et un autre en dessous. C'était la date de la disparition de Rami. Puis j'ai eu un déclic. Lucia n'était pas une personne, pas comme nous. C'était une sorte de cycle, un événement, une entité. Je ne sais comment l'appeler, qui se fond dans la mémoire de ceux qui la trouvent. Elle utilise un visage différent pour chaque victime, mais laisse toujours les mêmes traces. Les photos dont on ne se souvient pas, les dates incohérentes, l'oubli sélectif, les disparitions sans laisser de traces. Je suis retourné au fichier PDF et j'ai remarqué autre chose. À la fin de chaque nom se trouvait un symbole, un petit triangle inversé avec un point au centre. Je l'ai reconnu. C'était le même symbole qui apparaissait dans le coin des photos que Lucia m'avait envoyé. Dans les marges de l'application, dans le reflet de mon miroir à la maison, cette fois où je me brossais les dents. C'était une signature. Lucia laissait sa marque sur tout ce qu'elle touchait. Et si ce symbole apparaissait sur une photo de toi, tu faisais déjà partie de sa chaîne. En quelques heures, des inconnus ont commencé à m'écrire sur les réseaux sociaux, par email et même par SMS. Ils disaient tous la même chose. Je t'ai vu dans les archives. Tu es le prochain. Elle utilise ton visage maintenant. Et le plus terrifiant, c'était quand ils m'ont envoyé un lien. C'était un profil Tinder public avec mon nom, mes photos et ma biographie. Mais je n'avais pas créé le compte et j'avais déjà plus de 30 matchs. Ma première réaction a été logique. Signaler le profil, le signaler, mais chaque fois que j'essayais d'accéder à l'option de signalement sur Tinder, l'application se fermait automatiquement. J'ai essayé sur différents appareils, toujours la même chose. C'était comme si ce compte était intouchable. Le plus effrayant, c'était quand j'ai commencé à recevoir des messages de vraies personnes, des connaissances. Elles me disaient des choses comme « Je plaisantais à propos de ce que tu m'as dit hier sur Tinder. Tu étais bizarre dans le chat. On dirait bien toi mais sans voix. Merci pour l'audio, même si ta voix semble un peu étouffée. » Je n'avais rien écrit. J'ai commencé à leur demander des captures d'écran. Et voilà, une conversation fluide et naturelle, avec des mots et des expressions que j'utilisais, des questions que je posais, des opinions que j'avais déjà exprimées, mais dont je ne me souvenais plus. C'était comme si quelqu'un avait accès à mon style, à mes souvenirs, à ma façon de penser. Et puis l'enregistrement est arrivé. Une amie très proche m'a envoyé un message qui m'a profondément glacé. C'était un enregistrement de moi ou de quelqu'un avec exactement ma voix, lui disant
Ne t'inquiète pas, je te retrouverai. Comme j'ai retrouvé les autres, la chaîne doit continuer. Le jour même, je suis allé chez elle, j'ai frappé désespérément et je lui ai tout expliqué. Elle m'a cru, je ne sais pas pourquoi, mais elle l'a fait. Peut-être parce que j'ai aussi vu dans ses yeux cette peur qui n'apparaît que lorsque la réalité est brisée. Elle m'a montré autre chose. Pendant la conversation Tinder, mon profil lui avait envoyé une vieille photo de nous deux à une fête datant d'il y a des années. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce qu'elle me fasse remarquer un détail. Dans la fenêtre au fond se reflétait clairement Lucia. Le même visage, le même petit sourire. Cette photo avait été prise 5 ans avant la disparition de Lucas. Des années avant que je rencontre Rami. C'était impossible. Et puis j'ai compris. Elle avait toujours été là, non pas physiquement, mais comme une présence se manifestant à travers des souvenirs, des émotions, des connexions, tel un virus qui se propage d'un esprit à l'autre, utilisant les fissures de l'oubli comme des portes. Je suis retourné au fichier PDF du dossier de Lucia. Il y avait une note écrite à la dernière page, comme celle de quelqu'un qui avait enquêté avant moi. Lucia n'a pas besoin d'un corps, elle a besoin d'une histoire. Si tu peux t'assurer que personne d'autre ne se souvienne de toi, tu peux briser la chaîne. Mais tu dois disparaître sans laisser de traces. Mourir ne suffit pas, il faut être oublié. Cette phrase me hante depuis, car il ne s'agit pas de survivre. Il s'agit d'effacer son histoire avant qu'elle ne l'utilise pour se multiplier. Et j'avais déjà plus de 30 tags sur son profil avec mon visage. 30 nouveaux fils de discussion, 30 nouvelles versions de moi-même, 30 portails ouverts. Après avoir compris les véritables enjeux, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer à vivre normalement. Chaque conversation, chaque lien, chaque souvenir que l'on avait de moi était une graine pour Lucia, un nouveau terreau fertile pour sa manifestation. Je l'ai regardé avec mes amis, avec Rami, avec Lucas, avec tous les noms du dossier. Lucia n'était pas une entité cherchant à vous tuer, ni un esprit qui convoitait votre âme. Lucia voulait vos connexions, vos souvenirs partagés, car grâce à eux, elle pouvait s'ancrer à de nouvelles personnes, de nouvelles histoires, de nouvelles existences. Et maintenant, j'étais le nœud central, alors j'ai pris la décision. Le plan était de tout supprimer, réseaux sociaux, comptes bancaires, abonnements, fichiers cloud, changer d'identité, m'enfuir, non pas par peur, mais pour tenter une chose plus difficile, afin que personne ne se souvienne de moi. J'ai commencé à écrire des lettres d'excuses à tous mes proches. Je leur ai demandé de ne plus me chercher, de m'oublier, et que s'ils entendaient à nouveau parler de moi, ils ne devraient pas croire cette version de moi, car ce ne serait pas moi. Je leur ai demandé de supprimer photos, conversations, de se vider de moi, une à une. J'ai effacé toutes mes traces numériques, mais quelque chose en moi savait que ce ne serait pas suffisant. Car chaque fois que quelqu'un ouvrait Tinder, même par hasard, il y avait une chance qu'il matche avec moi, avec mon reflet, avec la version utilisée par Lucia. Et à chaque match, elle devenait plus solide, plus réelle, plus intégrée au monde. Il me fallait quelque chose de plus radical. J'ai donc activé l'autodestruction de tous mes appareils, cassé la puce, brûlé le disque dur, supprimé tout ce qui portait mon nom, et suis parti. Je ne dirai pas où, mais c'est un endroit sans Internet, sans signal, sans écran. À mon arrivée, la première chose que j'ai faite a été de briser tous les miroirs. Et pourtant, à mon réveil ce jour-là, il y avait un mot manuscrit sur la table. Elle n'avait jamais eu besoin de Tinder. Tinder n'était que ta porte d'entrée. Maintenant, tu es le partenaire que d'autres se créent sans le savoir. Tremblante, j'ai quitté le chalet. J'ai gravi la montagne. J'ai ouvert le vieux sac à dos que j'avais apporté. À l'intérieur, il ne restait qu'une seule chose, une photo imprimée de moi, avec quelqu'un d'autre à mes côtés, quelqu'un aux yeux grands ouverts, trop grands. Lucia et le dos de la photo écrit à l'encre rouge. Tu fais désormais partie des archives. C'était lors d'un vol de nuit pour Buenos Aires. Je devais présenter un projet tôt le matin, alors j'ai profité du voyage pour décompresser. J'ai littéralement activé le mode avion, mis mes écouteurs et fermé les yeux, espérant m'endormir sans penser à rien. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Par habitude, j'ai ouvert Tinder. Je savais que ça ne fonctionnerait pas hors ligne.
Mais parfois, je le faisais juste pour consulter mes anciens profils. C'était comme parcourir un étrange album d'interactions ratées. Je parcourais d'anciens patchs lorsque l'application a soudainement redémarré. Le plus étrange, c'est qu'elle s'est réouverte, mais sans mon intervention. Et pas comme la version que je connaissais. L'interface était plus sombre, avec un fond entièrement noir et aucune icône. Au centre, un message est apparu en gris presque invisible. Connexion établie avec le nœud isolé. J'ai cru à une erreur système. J'ai fermé l'application, puis je l'ai rouverte. Elle n'affichait plus qu'un seul profil. Mon nom, 29 ans, entre deux sièges. Bies de Quent, pas besoin de Wi-Fi pour trouver ce qui vous cherche. Il n'y avait qu'une seule photo. Une femme assise dans ce qui semblait être un siège d'avion. Le même modèle que moi. Elle portait une robe blanche, sa ceinture attachée, la tête tournée vers le hublot. Le détail qui m'a perturbé, c'est que la photo avait été prise du siège voisin, celui où j'étais assise. Occupé, je me figeais, regardant autour de moi. Tout le monde dormait. Les lumières de la cabine étaient tamisées, mais soudain, quelque chose me fit lentement tourner le regard vers ma gauche. Le siège à côté de moi, jusque-là vide, abritait maintenant une silhouette. Une femme en robe blanche aux cheveux noirs. Elle ne me regardait pas, mais le hublot. Je ne l'ai pas entendue s'asseoir. Je ne l'ai pas vue monter dans l'avion. Et malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas distinguer son visage. Elle respirait faiblement. Ses bras étaient croisés sur ses jambes, mais elle ne bougeait pas, comme si elle attendait quelque chose. J'ai regardé l'écran du téléphone. Il avait encore changé. Correspondance confirmée. Mémoire partagée activée. Et sans rien toucher, des messages ont commencé à apparaître. Une conversation. « Moi, tu es dans l'avion. » « Mia, j'étais toujours là. C'est toi qui es montée cette fois. Moi, que veux-tu, Mia? Que tu te souviennes pourquoi tu es revenue. » L'avion a semblé trembler un peu. Les lumières ont clignoté. Une hôtesse de l'air est passée sans nous regarder. Puis un nouveau message est apparu. « Rappelle-toi ce que tu as fait sur le dernier vol. Parce que je l'ai fait, et cette fois, tu ne te réveilleras pas avant l'atterrissage. » L'avion continua sa route. Tranquille pour les autres, mais pour moi, c'était une capsule fermée, remplie d'une pression qui ne venait pas de l'air. Je ne pouvais détacher mon regard de la femme assise à côté de moi. Elle ne me parlait pas, elle ne bougeait pas, elle restait là immobile, comme une présence calculée. Une partie de la scène. Sa robe blanche semblait flotter, légèrement à chaque vibration de l'avion provoquée par la moindre turbulence, mais son corps ne réagissait pas. Elle ne semblait pas gênée, ni même présente, juste posée. J'ai rouvert le chat Tinder, la conversation s'écrivait d'elle-même. La mienne, je sais, l'autre passagère. Il n'a jamais atterri. Mon corps s'est tendu. Quelque chose, une sorte de brouillard mental, a commencé à se dissiper. Un profond sentiment d'incrédulité m'a envahi. J'avais déjà pris ce vol, ou un autre identique. J'ai cherché dans mes emails d'anciennes confirmations et dates de vol, mais quelque chose clochait. Il y avait un billet, datant d'il y a exactement 1 an. Même compagnie aérienne, même destination, même numéro de vol. Le dossier était ouvert, mais la date était barrée à la main. Et dans la marge, en rouge, quelqu'un avait écrit « N'est pas arrivé ». J'ai touché l'écran. Il s'est figé. La femme à côté de moi a légèrement tourné le visage, juste assez pour que je puisse voir son profil. Sa peau était pâle, terne, et ses yeux sans pupille d'un blanc laiteux, comme si le regard avait été effacé, ou comme si elle était un corps qui se souvenait encore de ce qu'il devait être, mais sans personne derrière ses yeux. J'aurais voulu me lever, aller aux toilettes, respirer, mais lorsque j'ai appuyé sur le bouton d'appel, aucune hôtesse de l'air n'est venue. Je me suis levé, j'ai regardé dans l'allée, personne, ni les passagers, ni l'équipage. Juste des sièges vides, comme si l'avion s'était vidé pendant que je ne regardais pas. Mais la lumière des toilettes était toujours allumée en arrière-plan. Clignant des yeux, je me suis dirigé vers elle. Chaque pas semblait étouffé, comme si l'air était plus dense, plus lourd, comme si je descendais, et non pas en avant. Arrivé, j'ai ouvert la porte de la salle de bain, vide jusqu'à ce que je remarque que le miroir me reflétait, mais pas la cabine ni la salle de bain. Cela reflétait une pièce au mur capitonné. Je criais au centre, et derrière moi, elle, en blouse blanche, prenait des notes dans un carnet. Je courus regagner ma place, mais quelque chose avait changé.
J'étais maintenant côté couloir, et Mia souriait près de la fenêtre. Je regardais mon téléphone, l'application avait redémarré. L'arrière-plan était maintenant nuageux, et le texte qui apparaissait disait « Phase 2 lancée, reconnaissance de responsabilité ». Voici le souvenir. Sans rien toucher, une vidéo s'est mise à défiler. Une caméra de sécurité de l'aéroport me filmait en train de pousser un homme dans un escalator. Il est tombé et s'est violemment cogné la tête. J'ai continué à marcher comme si de rien n'était. Et derrière moi, fixant ma caméra, l'enregistrement s'est arrêté sur un cadre, mon visage me regardant avec une expression neutre, presque détachée. Je ne me souvenais pas de ce moment, je ne me souvenais pas de cet homme. Mais ce qui me troublait le plus, c'était qu'au bas de la vidéo, là où il aurait dû y avoir un horodatage, il était seulement écrit « Mémoire supprimée, mot de passe à moi ». Mes mains tremblaient. J'ai éteint mon téléphone et l'ai mis dans ma poche. Je me suis dit que c'était un rêve, une hallucination causée par la fatigue, le confinement, la pression. Mais j'ai vu par la fenêtre, la vraie, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Le ciel était sombre, certes, mais pas la nuit. Il faisait noir, immobile, sans étoiles, sans nuages, sans reflets, comme si l'avion volait dans le vide. J'ai regardé le cockpit. Aucun bruit, pas de moteur, pas de ventilation, pas une seule vibration, juste un silence absolu. Et puis, bizarrement, mon téléphone s'est rallumé dans ma poche. Il n'affichait plus Tinder. C'était désormais une sorte de fichier texte. Un manifeste, une simple phrase, clignotant comme si elle était tapée en temps réel. Parfois, les vols n'atterrissent pas. Ils changent simplement de destination. Celui-ci ne vous emmène pas à Buenos Aires. Il vous ramène aux souvenirs que vous avez effacés. J'ai essayé de crier, de me lever, de chercher quelqu'un, mais l'allée était plongée dans un brouillard épais et gris, et à l'intérieur des ombres assises, immobiles, comme des passagers figés dans le temps, toutes avec le même visage, le mien, chacune avec une petite différence, l'une sans yeux, une autre avec le cou tordu, une autre encore avec la bouche ouverte dans un cri silencieux. Et au milieu d'eux, Mia, debout, vêtue de noir, son téléphone à la main, me montrant une correspondance. Tu as assumé la responsabilité en sweepant vers la droite. Ce n'était pas un accident. Tu as appuyé. Tu savais ce que tu faisais. Soudain, tous les autres moi ont lentement commencé à tourner la tête vers moi. Un par un, tous synchronisés. Le voyant d'urgence de l'avion s'est allumé, une voix s'est fait entendre dans les haut-parleurs. Mais ce n'était pas celle d'une hôtesse de l'air, c'était la mienne. Membre d'équipage. J'ai été localisé, transfert de conscience vers la mémoire d'origine en cours. Préparez-vous à descendre sur les lieux. Le cockpit a commencé à s'incliner et j'ai compris ce qui se passait. Je n'allais pas atterrir à Buenos Aires. J'allais atterrir au moment du crime à l'aéroport. Au moment précis où j'avais pris la décision que je voulais oublier, et maintenant, j'allais devoir la revivre. La voix dans le haut-parleur répétait la même phrase en boucle, tel un mantra punitif. Transfert de conscience en cours. Transfert de conscience en cours. Descente dans la mémoire principale. En 3, 2. Tout devint blanc, non pas blanc comme la lumière, mais blanc comme lorsque le signal d'une vieille télévision s'éteint. J'étais éveillé, assis, mais pas dans l'avion. J'étais à l'aéroport. Même vêtements, même sac, même porte d'embarquement. Le 16, mais tout avait une luminosité surnaturelle, comme si la réalité avait été reconstituée à partir d'une copie endommagée. Les gens marchaient en silence, personne ne parlait, personne ne regardait personne. Devant moi, l'homme sur l'enregistrement, grand, barbu, sac à dos sur l'épaule. Je me souvenais vaguement de ce visage, mais pas de son histoire, et pas de son nom, seulement de sa chute. Et puis je me suis vu, non pas en passagère, mais en uniforme d'hôtesse de l'air. Elle marchait à côté de l'homme, lui toucha légèrement le bras, lui dit quelque chose et il hocha la tête. Je m'approchai, poussé par une force plus grande que ma peur. En passant devant elle, Mia tourna la tête et murmura « Tu n'avais pas tort. Tu as juste oublié. Maintenant tu vas tout te souvenir. » Le monde sembla ralentir, comme si nous marchions dans une eau profonde. Mes pieds étaient comme des blocs, mais mon esprit se libéra soudain. Je me souvenais. Ce n'était pas un accident. Je le poussais, ni par rage, ni par folie, mais par peur.
L'homme m'a reconnu avant l'embarquement. Il m'a regardé, a compris quelque chose, m'a suivi. Il a essayé de m'arrêter, a-t-il dit. Des images ont traversé mon esprit. Un corps dans les toilettes de l'avion, un plateau rempli de documents volés. Moi qui m'enfuyais dans l'allée, me faisant passer pour un passager ordinaire, mais quelqu'un m'a vu. Cet homme, celui qui essayait d'avertir l'équipage, et je l'ai poussé. Je n'ai même pas vérifié s'il avait survécu. J'ai juste couru, et j'ai oublié. Ou du moins, je croyais l'avoir fait. Maintenant, je me souvenais de tout, mais le pire restait à venir. Car après cette révélation, l'aéroport a commencé à s'obscurcir. Les écrans n'affichaient qu'un seul message, embarquement mine 00, et tous les passagers se dirigèrent vers une porte unique, pas une vraie, une toute nouvelle, jamais vue auparavant. Une grille en fer rouillé avec une pancarte « Vol vers l'oubli ». En tête de la file, souriant, il tenait un billet à mon nom. Cette fois, il me dit « Vous n'atterrissez jamais ». J'ai essayé de courir, je ne sais où, mais n'importe où était mieux que cette porte rouillée avec ce panneau, écrit comme avec du sang séché. Mais chaque fois que je tournais dans un couloir, je réapparaissais devant la même scène. La file de passagers sans visage avançant, lentement vers l'embarquement impossible, et Mia m'attendant au bout, les bras tendus. Je le savais. Puis, il n'y avait plus d'issue. Ce n'était ni un aéroport, ni un rêve. C'était une boucle construite à partir de mes propres souvenirs, déformés par la peur, la culpabilité et quelque chose de bien plus ancien que moi. Quelque chose qui se nourrissait des décisions dont nous ne voulions pas nous souvenir. Quelque chose qui utilisait Tinder comme une faille, une porte déguisée en application. Le match que j'avais trouvé avec Mia n'était pas une coïncidence. C'était un appel à l'action. Je regardais mon téléphone, qui brillait encore dans ma main, même si je ne l'avais jamais allumé. C'était maintenant un compte à rebours. Un minuteur indiquant 00. Already 11 now. Mia n'était pas un démon. C'était une guérisseuse. Une entité cherchant à encapsuler les souvenirs capables de détruire ceux qui les portaient, à les stocker dans des envolées infinies. Des envolées mentales, des envolées qui n'atterrissent jamais. Le prix de l'oubli n'était pas la liberté. C'était l'exil éternel dans la culpabilité. Le compte à rebours atteignit 0. La porte s'ouvrit d'elle-même, et je vis quelque chose qui me brisa. Moi, au fond d'un avion sombre, seul au dernier siège, regardant par le hublot un ciel sans nuages, sans étoiles, sans terre. Mia me prit la main et prononça la dernière, chose que j'entendis d'une voix qui était la mienne, la sienne et celle de tous ceux qui avaient oublié. Bienvenue à bord, passagers. Ceci est votre siège, et votre souvenir sera votre seule turbulence. Je me suis assis, l'avion a décollé et n'a plus jamais touché terre. Voilà pour les histoires d'aujourd'hui. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, j'aimerais que vous me laissiez un commentaire pour me dire quelle histoire vous a le plus marqué, ou que vous écriviez simplement « Je suis toujours là ». Alors vous savez qui sont les courageux qui tiennent bon jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui ose l'écouter le soir.